j'ai un air assez stoïque souvent, donc on voit pas trop mes émotions. Mais ça va pas mal. Je sais pas trop pourquoi, mais voilà, toujours insomnie. Mais c'est pas grave, j'ai une super productivité la nuit. Microscopique la productivité, mais j'ai plus d'ambition. Donc, ça va. Ouais, donc on se retrouve pour une vidéo crime. Parce que ça fait un moment que j'ai envie de la tourner. Mais je pense qu'elle sera très longue. Alors je vais m'accrocher. Et accrochez-vous aussi. Et du coup, je devais tourner la troisième partie de mon témoignage. Mais je vais pas vous cacher que en fait j'ai plus de Ritaline. Donc si vous savez pas, j'ai un TDAH et je n'ai aucune concentration. Et du coup, j'ai envie de faire une vidéo un peu plus structurée. Alors structuration de gros flemmard hein, comme d'habitude. Mais j'ai aucune concentration. Je sais pas du tout comment, par quoi commencer, que dire. Et je sens que je vais faire encore une vidéo de 2 heures où je détaille un truc pas franchement utile. Mais du coup, je me dis que je vais attendre un peu. Voilà. Je dois attendre à peu près 10 jours encore pour renouveler mon ordonnance. Parce que j'ai déconné. Voilà. Désolé, mon psy. Et désolé, mon organisme. Mais voilà, je pense que je vous ferai une vidéo sur mon rapport à la médication. Peut-être des vidéos différentes par médicament. Alors, c'est-à-dire, j'en ai pas 36, hein, mais c'est-à-dire les problèmes que j'ai eu avec le Xanax. Gros problème avec le Xanax. Et je sais que beaucoup de gens, énormément de gens prennent du Xanax. Et vraiment, alors, évidemment, moi je suis un gros bourrin. Donc ça veut dire que tout est problématique. Et que je suis allé dans des extrémités. Vraiment, je sais même pas comment j'en suis arrivé là. Mais je pense que c'est important que vraiment, enfin c'est un vrai sujet quoi. Vous voyez, j'ai parlé d'autres drogues parce que vraiment c'est une drogue, hein. C'est pas à prendre à la légère du tout. Et malheureusement, je l'ai beaucoup pris à la légère. C'est une intro beaucoup trop longue. Désolé, c'est pas du tout le sujet, mais vraiment j'ai besoin d'expliquer. Donc voilà, c'est un vrai problème. Ça a été pendant très longtemps un problème. Et du coup, le rapport que j'ai eu aussi avec la Ritaline, que j'ai toujours. Enfin, avant, je suis passé par le Medikinet. Je vais vous en parler aussi, mais dans la vidéo dédiée à la Ritaline, je pense que je vais faire ça. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, si ça vous intéresse ou si c'est de la merde comme idée. Du coup, j'ai dit que j'allais tourner une troisième partie. Oui, je crois. Bah oui. Oh putain, j'ai aucune concentration. Désolé, ça commence mal cette vidéo. Du coup, voilà, je tournerai une troisième partie quand j'aurai un peu de concentration. Voilà. Parfois, j'arrive à avoir un peu de concentration même sans Ritaline, donc maybe si j'y arrive, j'essaierai de vous la faire. Voilà. Enfin, si vous voulez, si ça vous intéresse, hein, évidemment. Enfin, si ça vous intéresse pas, en vrai, je vide mon sac. Et parce que le psy c'est cher à la fin, en fait. Vous voyez, c'est pas que j'en ai marre de payer ses vacances, vraiment. Il mérite. Mais voilà frérot. Moi si j'aimerais partir en vacances, donc 80 ou 150 balles de l'heure. Voilà. Bref, on est là pour parler du petit Grégory, comme je l'avais vu dans le titre. Pas pour parler de ma vie de merde. Mais je suis de bonne humeur. Profitez-en. Vous en avez rien à foutre. Bon bref, cette intro est beaucoup trop longue. Ah non, attendez. Oh, 2 minutes. Enfin, je vais essayer de pas faire 2 minutes, mais attendez. Voilà, si
vidéo ou n'importe quelle vidéo. Voilà, je vais essayer de tout prendre. Et du coup, pardon, ma gorge a fait un bruit. Du coup, voilà, n'hésitez pas à participer, ce serait sympa. Je vous demande pas de liker, de vous abonner, tout ça. Mais participez, miskin, miskin. Genre, posez-vous des questions. Merde. Non, sinon je me poserai des questions à moi-même. Non. Bon, un peu de sérieux. Voilà, désolé, il est 3h du matin. Encore une fois. Donc, on va commencer tout de suite parce que vraiment, ça fait 6 minutes, putain, ça fait 6 minutes que je tourne l'intro. Vraiment, désolé, je me casse, salut. Donc, l'affaire Grégory commence le 16 octobre 1984 en France, donc dans le département des Vosges. Désolé si je regarde à gauche. Ah, c'est à gauche. Ouais, c'est à gauche. Parce que j'ai mon ordinateur, parce qu'évidemment, cette longue affaire, je la connais pas par cœur, hein, évidemment. C'est beaucoup trop. Beaucoup trop. Voilà. Et voilà. J'ai besoin de rappel. Et donc, je vais regarder là. Voilà, excusez-moi. Donc, ce jeune enfant, donc Grégory, de 4 ans, est enlevé au domicile familial, enfin plus précisément devant sa maison. L'épanche sur Vologne, pardon, j'ai bugué. L'épanche sur Vologne, puis retrouvé mort le soir même dans la Vologne. Le ou les assassins ne sont pas identifiés. Les circonstances de l'assassinat et celles de son traitement judiciaire en font l'une des plus exceptionnelles affaires judiciaires de l'histoire criminelle française. Autrement dit, un putain de fiasco. Voilà, je pense qu'on peut le dire. Enfin, ça a merdé de tous côtés. Mais, parenthèse vraiment, on peut voir les parents. Enfin, si vous connaissez cette affaire, bon, tout le monde la connaît, hein, je pense. Désolé, je me gratte. Mais vraiment, GG. C'est vraiment vulgaire ce que je dis. Mais GG aux parents, vraiment incroyable. Vraiment, genre incroyable. Genre hyper résilient et déterminé. Encore aujourd'hui. Truc de fou. Genre ça fait 40 ans quand même. Ouais, je sais pas compter, mais je pense que ça fait plus de 40 ans. Et genre, incroyable, genre le père surtout. Enfin, je pense les deux, hein, évidemment. Mais qui reste combatif, qui reste. Évidemment, qu'on pas l'espoir de retrouver leur vie, hein, de retrouver mort. Mais qui reste vraiment décidé à déterminer plutôt à découvrir la vérité. Et vraiment, c'est admirable. Même si évidemment il y a eu des erreurs de toutes parts. Donc le jour de sa disparition et de sa mort finalement, ce jour-là, en fin d'après-midi, Christine Villemain, donc la mère de Grégory, signale la disparition de Grégory, son fils de 4 ans, qui jouait devant la maison familiale. Vers 21h15, le corps sans vie de Grégory est retrouvé dans la Vologne, qui est une rivière des Vosges, à près de 7 km de la maison. Donc c'est très très peu. La photographie du repêchage du corps de Grégory, les pieds, les mains et la tête liés par des cordelettes et un bonnet rabattu sur le visage paraît dans la presse et marque d'emblée l'opinion publique. C'est vrai que cette photo elle est hyper choquante. Enfin vraiment genre photographiée comme ça un enfant décédé enfin genre après les années
Enfin, c'était vraiment cringe comme vraiment genre des histoires sont sordides et les journalistes sont voilà, vraiment c'est le comportement des journalistes. Enfin, je dis pas que c'est malin le journalisme, mais des fois tu dis mais ils sont malades en fait, genre ils sont tellement malsains, genre prêts à tout pour une photo, pour du business. Et enfin, c'est un enfant quoi, c'est ignoble. Bref, on n'est pas là pour être aigri et critiqué, on est là pour, je sais pas pourquoi vous êtes là, mais moi je suis là pour raconter l'histoire. Voilà. Donc l'affaire attire rapidement de nombreux journalistes, français puis étrangers. Dès le lendemain, fait la une de la presse nationale. En raison du rôle que les médias ont joué à cette occasion, une grande partie d'entre eux se verront reprocher leur traitement feuilletonesque, de l'affaire, que leur manque d'objectivité et leur intrusion inadmissible, on peut le dire, à la fois dans la vie privée des intéressés et dans l'enquête judiciaire. Cet emballement médiatique a gravement nui à la sérénité et à l'objectivité des investigations. Certains des protagonistes, désolé, j'essaie de faire de la SMR, mais certains des protagonistes, putain, c'est particulier, des protagonistes ont reconnu plus tard les difficultés qu'ils avaient rencontrées à l'époque pour rester cantonnés dans leur rôle propre. Cette affaire a eu pour conséquence l'évolution technique de la police scientifique française. Celles qui ont été mises en œuvre à l'époque apparaissent rétrospectivement comme rudimentaires et a donné lieu à une réflexion sur la relation aux médias des personnes engagées dans l'enquête de police ou de gendarmerie. Parce que oui, ce qui a foutu le speul aussi, c'est que police et gendarmerie ne sont pas de la même école et ils se font la guerre pour, enfin à ce moment-là en tout cas pour cette affaire, ils se sont un peu fait la guerre pour avoir l'exclusivité, enfin pour avoir le nous on sait, et eux ils sont nazes, genre vous voyez les gendarmes ils disent ça des policiers, les policiers disent ça des gendarmes. Bref, qu'il s'agisse des enquêteurs eux-mêmes ou des magistrats ou des avocats. Par ailleurs, l'affaire a contribué à faire évoluer les procédures d'investigation ainsi que les lois sur la présomption d'innocence et le secret de l'instruction. Elle est considérée comme exceptionnelle dans l'histoire judiciaire française en raison de sa longévité, dans son contexte, du profil de la victime, du caractère énigmatique du mobile et des circonstances du crime et des divers rebondissements qu'elle a connus, dont l'assassinat en 1985 de Bernard Laroche par le père de Grégory. Bernard Laroche du coup, qui était le principal suspect, et le père évidemment désespéré, voilà, sur un accès de rage, qu'on peut le comprendre, hein, je pense, il a un peu pété en plomb et il a fini par le tuer à coup de fusil, je crois. Ouais, je crois que c'est ça, il a tiré dessus. Enfin, j'ai l'ordinateur devant moi et je vous raconte de tête. Ça n'a pas de sens. Mais bon, je pense que tout à chacun peut le comprendre, même si évidemment c'est une erreur. Mais
suicide, donc l'assassinat de Bernard Laroche par le père des Grégory, et le suicide de Jean-Michel Lambert. J'allais l'oublier celui-là. J'ai dit que j'arrêtais les commentaires. Le premier juge d'instruction qui avait été très critiqué pour sa gestion du dossier. Vraiment un bordel. Donc pour la famille Villemain, on va un peu rentrer dans la famille. Grégory Villemain, donc le petit retrouvé mort, et enlevé et retrouvé mort, est né le 24 août 1980 à Saint-Dié-les-Vosges. Je sais pas où c'est. Il est le fils de Jean-Marie Villemain. Ça me gratte. Né le 30 septembre 1958 à Aumontzey, dans les Vosges toujours, on n'a pas déménagé. Contremaître depuis février 81. Donc contremaître, si j'ai compris, parce que vraiment au début quand je me suis intéressée, désolé, je suis un abruti, moi je suis pas cultivé du tout. Donc petit contremaître, c'est quoi ça? Et si j'ai bien compris, j'ai pas oublié vraiment ce que c'était parce que c'était longtemps. C'est en gros un gars qui est dans une entreprise, genre dans une usine ou un truc, genre les trucs automobiles. Enfin, je sais pas, je pense pas qu'ils ont les bureaux, mais genre c'est un ouvrier, mais genre un bon ouvrier, donc un peu upgrade sa carrière. Et je crois qu'il manage un peu les autres ouvriers. Je sais pas si c'est ça, mais en gros il prend des décisions plus. Enfin, il a un peu plus de responsabilité que les autres ouvriers. Il est un peu au-dessus, si j'ai compris. Mais c'est pas sûr. Dites-moi si vous savez. Voilà, sinon je m'excuse pour mon inculture. Voilà. Donc, contremaître depuis février 1981 à l'usine spécialisée dans la fabrication de sièges automobiles Auto Coussin Industrie. C'est quoi ce nom? Pardon. De la Chapelle de Vambruyères. Et donc, fini pour le contremaître. Du coup, la maman, Christine Blaise, née le 13 juillet 1960 à Petit-Mont, en Meurthe-et-Moselle. J'ai l'air perdu. Oui, je ne sais pas où c'est, pardon. Excusez-moi. Ancienne élève du lycée Jeanne d'Arc de Bruyères. Je savais pas que Jeanne d'Arc venait de la Bruyère. Pardon, je suis beaucoup trop excitée dans cette vidéo. Mais ça va durer 4 heures. Bon les gars, préparez-vous. Voilà, vous prenez un antidépresseur avant de regarder cette vidéo. Parce que ça va être long. À l'époque couturière, à la manufacture, de confection vosgienne à l'Épange sur Vologne. Ils se sont rencontrés. Ah putain, c'est hyper. Genre, ils ont tous les détails. Ils se sont rencontrés en 1976, puis mariés le 20 janvier 1979. Putain, ils les ont harcelés. Genre, ils ont raconté toute leur vie. Les pauvres. Et se sont installés dans un pavillon qu'ils ont fait construire à l'Épange un an après la naissance de leur enfant Grégory. Pardon, vraiment, ne croyez pas ça. Et vraiment, je suis honnête. Oh putain, c'est malsain, je vais couper ça. Donc, continuons. Le 16 octobre 1984 à 21h15, le corps sans vie de Grégory est retrouvé dans la Vologne à Docelles, à 7 km en aval de l'Épange. Il a les pieds, les mains et la tête liés par une cordelette et son bonnet est rabattu sur son visage. Relayé dans la presse nationale et régionale, la découverte du corps par les gendarmes faisant sur le champ l'objet
familiale. Les enquêteurs cherchent à y déceler d'éventuels comportements suspects. Alors personnellement je trouve que toute la famille est suspecte, mais enfin sauf les parents personnellement. Mais j'ai trouvé toute la famille grave chelou. La mise en terre dans le cimetière communal est ponctuée de débordements, notamment en raison de la foule, enfin de la présence intrusive de photographes et de journalistes qui sont cibles de jets de pierre. Christine Villemain, mère de la victime, très affectée et victime d'un malaise et doit être évacuée du cimetière. Après la mort de Grégory, le couple a 3 autres enfants. Julien, né en 85, Emmeline, né en 90 et Simon, né en 98. Personnellement j'ai vu genre des gens dire que c'est des suspects, genre comment ils peuvent avoir d'autres enfants. Après genre même des journalistes genre qui posaient des questions à la mère, mais comment vous pouvez faire d'autres enfants après la mort de Grégory. Mais en fait c'est juste une résilience magnifique et essentielle en fait, genre tu dois survivre après. Mais genre c'est merveilleux, genre ils vont pas vivre toute leur vie dans genre leur enfant est mort. Bon c'est dramatique, c'est ignoble, surtout dans ces conditions, mais il faut survivre, genre eux ils sont pas morts. Bref, je suis pas là pour donner mon avis, on s'en branle. Pardon, depuis tout à l'heure j'ouvre ma bouche, mais je suis pas là pour ça. En février 2004, le corps de Grégory est, selon la volonté des parents, exhumé du cimetière de l'Épange et crématisé à Épinal. Après une cérémonie strictement privée, le couple conservant la moitié des cendres. Alors Épinal, il me semble c'est dans l'Essonne ou dans le 9-4. Oh, j'ouvre ma bouche mais je sais pas. Épinal. Bah, c'est dans l'île de France en tout cas, je suis sûre. Y a pas une prison à l'Épinal. Ferme ta gueule, ferme ta gueule. Alors, dans cette famille, il y a eu des antécédents un peu chelous, précédents, enfin antérieurs à l'affaire Grégory. Donc il y a d'abord l'affaire Étienne Villemain, la première affaire judiciaire concernant la famille Villemain est la mort du grand-oncle de Grégory, Étienne Villemain, âgé de 4 ans aussi. Fils aîné de Gaston Villemain et de Jeanne-Marie Hollard. Le 21 février 1933, Étienne meurt à l'hôpital de Bruyères des suites d'un coup porté par sa mère et est condamné à 3 années de prison par la cour d'appel de Nancy en mai 1931. Donc ça rase. Comment les peines elles étaient légères à l'époque. Après je connais pas l'affaire, mais 3 ans de prison pour avoir tabassé ton gosse. Donc c'est une famille avec un lot dans lequel il y a de grosses tensions d'origines diverses qui existent au sein de cette famille élargie parce que c'est une très grande famille. Notamment d'une part Albert Villemain, Monique Jacob son épouse et Jean-Marie Villemain, l'un de leurs fils, et d'autre part Marcel Jacob, frère cadet de Monique, Jacqueline Duriot, son épouse, Bernard Laroche, leur neveu, ainsi que d'autres membres. Déjà là j'ai rien compris à l'arbre généalogique. Moi je comprends pas les grandes familles, genre ça, je suis perdu. Pour moi il y a 2 parents, maximum 2-3 enfants, un cousin, une cousine, basta. Après je comprends plus. Le journaliste Caviglioli, François Caviglioli, attendez, Caviglioli, mais peut-être en italien c'est Caviglioli, c'est pas l'italien.
ils ont perverti, passé trop vite de la forêt au Carmont. Waouh. Enfin, je pensais que j'étais pas sympa, mais le type ça enfoiré. Mais il a sûrement raison. Dans leur silence, pardon, faut se reconcentrer, putain ça va durer 4 heures. Dur à la tâche, violent et imprévisible, au secret enfoui dans la mémoire de la tribu. Le souvenir de péchés originels effrayants qui ont un goût pour l'inceste, qui ont un goût d'inceste et de mort. Waouh, c'est hyper violent. On ne parlait ni du vieux Gaston, le père d'Albert qui avait fini par se pendre après avoir battu à mort son fils Étienne avec la complicité de sa femme née Hollard, de Léon Jacob, père de Monique qui avait fait un enfant à sa fille Louisette. Oh putain, genre pardon. Elle est trop cringe cette vidéo. Pardon, j'en sais. Je sais pas si je vais aller au bout parce que manifestement, ok, j'avais pas idée de... Ouh, c'est chaud quand même. Continuons. Au contraire, en contradiction avec des descriptions imaginaires voire fantasmées, cette famille apparaît comme des plus ordinaires, typiques d'un milieu ouvrier rural qui subsiste alors dans l'est de la France. Ok, du coup j'apprends que la Vologne c'est dans l'est de la France. Voilà, quand on est con, on s'enrichit chaque jour. Donc, en 1981, les parents de Grégory aménagent dans le pavillon qu'ils viennent de faire construire sur les hauteurs de l'Épange. Cela intervient après la promotion au mérite en février 81 de Jean-Marie Villemain. Malgré la présence, au poste de contremaître à l'usine, où il avait refusé de reprendre une carte de la Confédération Générale du Travail, à la CGT, ok. Je connaissais pas le nom. Débile. Malgré la présence de Roger Jacquel, délégué au sein de l'entreprise, militant communiste et beau-père de son frère Jackie. Très vite, Jean-Marie et Christine Villemain voient s'abattre sur eux une forte jalousie familiale et sont victimes de harcèlement. À partir d'août 1981, alors que leur ligne téléphonique n'a été installée que le mois précédent, le couple reçoit, comme du reste d'autres membres de la famille, des appels téléphoniques malveillants, réitérés émanant d'un individu mystérieux que les intéressés appellent entre eux le gars, voire le gars à la voix rauque, et que les commentateurs ont vite surnommé le Corbeau par allusion au film de Clouseau. D'abord muet, ces appels ne tardent pas à se transformer en menaces verbales auxquelles Jean-Marie Villemain fait face avec sang-froid afin de déstabiliser le harceleur, le ou les harceleurs. D'ailleurs, lui-même et sa femme reconnaîtront plus tard, eux aussi, avoir cédé à la tentation de jouer les corbeaux pour tenter de démasquer celui ou celle qui les persécutait. Puisqu'il peut se comprendre évidemment. La cible principale reste les grands-parents paternels de Grégory, Monique et Albert Villemain, dont le corbeau connaît parfaitement certains détails de la vie intime et qui dépose plainte en décembre 1982. Une information est ouverte par le procureur de la République. La demande de procédure adressée le 16 décembre 1983 au juge d'instruction de Saint-Dié-des-Vosges est close par une ordonnance de non-lieu faute d'éléments probants. Un soir, une vitre de la maison de Jean-Marie est brisée alors que Christine se trouve à l'intérieur avec Grégory. Puis, les pneus d'un véhicule appartenant au couple sont crevés sans que l'identité du ou des responsables puisse être établie.
afin d'identifier leur voix. C'est ainsi qu'il appelle notamment Roger Jacquel, le beau-père de son frère Jackie, à 2 h du matin, le 24 avril 1983, à l'usine Auto Coussin où il est en train de travailler. Lors d'une communication de 10 minutes, puis d'une autre d'une trentaine de minutes, l'anonyme évoque son appel de la nuit précédente. Et je t'ai reconnu l'autre fois au téléphone à 2 h du matin, laissant penser à Jean-Marie que c'est peut-être Roger Jacquel ou quelqu'un qui essaie de se faire passer pour lui. Arrête de te faire passer pour Roger Jacquel. Arrivé au domicile de Roger Jacquel à Granges sur Vologne, il aperçoit garé devant la maison 2 Renault 4 qu'il prend pour des estafettes de gendarmerie à cause de la pénombre, ce qui le dissuade de poursuivre. Quelques semaines plus tôt, le 8 mars 1983, épouse de Jackie Villemain a reçu un appel téléphonique anonyme dont l'auteur menace de s'en prendre physiquement à Jean-Marie. Ce dernier, alors en mauvais termes avec son demi-frère et sa belle-sœur, n'en sera jamais averti. 8 jours avant le drame, les parents ont obtenu un prêt qui leur a permis l'acquisition à crédit d'un salon de cuir d'une valeur de 25 000 francs. Un salon de cuir. Je crois que c'était un canapé. Enfin, du coup, c'est tout un salon. Pardon, j'ai compris, un salon de coiffure. Il est 3 h du matin. De raconter ta vie, ta race. Du coup, pour les lettres anonymes, le 4 mars 1983, il est glissé dans le volet du domicile de Jean-Marie Villemain la première des 4 lettres de menaces manuscrites du ou des corbeaux. La première, en capitale, comporte 2 fautes d'orthographe. La dernière lettre est reçue le 27 avril par les grands-parents Albert et Monique Villemain, écrite également en lettres d'imprimerie, puis la troisième le 17 mai 1983, toutes deux adressées aux grands-parents paternels de Grégory. Celle du 17 mai 1983 profère une menace contre Grégory et est écrite dans un style plus personnel et passe en lettres cursives. Ceci est ma dernière lettre, vous n'aurez plus aucune nouvelle de moi, vous vous demanderez qui j'étais, mais vous trouverez jamais. Vous ne trouverez jamais, monsieur ou madame. L'auteur d'une lettre anonyme a été l'auteur d'une lettre anonyme du 24 juillet 1985 est identifié 39 ans plus tard. En 2023, grâce à une analyse d'ADN, il s'agit d'une femme originaire de Guadeloupe. Je m'y attendais pas. Qu'est-ce que tu fous dans la Vologne? Qui se trouvait à Paris au moment de l'envoi. Elle a reconnu en audition être l'autrice de la missive. Prochaine victime, Monique. Ok, c'est dans la lettre. C'est une personne désœuvrée sans lien avec l'affaire. Donc pour aller plus en détail de l'assassinat de Grégory, le 16 octobre 1985, vers 16h55, suivant ses habitudes, Christine Villemain quitte son travail à l'éponge et récupère Grégory chez sa nourrice, Christine Jacot, au HLM du Quai Champ. Pardon, c'est dur à lire. Quai Champ. C'est bon. Situé dans ce même village, selon ses déclarations, de retour au domicile familial après avoir enfilé à son fils un bonnet en raison du froid, car l'enfant veut rester dehors pour jouer un peu dans le jardin sur le tas de gravier d'excavation situé devant la maison. Elle se prépare à faire du repassage, elle met la radio à un volume élevé, de façon à entendre l'émission Les Grosses Têtes. Depuis la pièce où elle repasse son linge et dont, vu l'heure, elle ne rouvre pas les volets, que son mari
sa nourrice ou rejoindre des camarades. En chemin, elle interroge des voisins qui tous déclarent ne pas avoir vu l'enfant. La gendarmerie est alertée de la disparition de Grégory vers 17h50. Entre-temps, une quatrième lettre anonyme avait été postée pour revendiquer l'assassinat de Grégory. Elle sera reçue le lendemain, le cachet de la poste sur le timbre portant l'heure de 17h15. Le corbeau aurait aussi appelé Michel Villemain, le frère aîné de Jean-Marie, pour le prévenir du crime, à 17h27 ou 17h32 selon les reconstitutions. Si le contenu ou même l'existence de l'appel téléphonique à Michel ont pu être mis en doute, il est avéré que c'est lui qui a alerté sa famille vers 17h30. Le corps sans vie du petit garçon est retrouvé quelques heures plus tard vers 21h15, plaqué contre un barrage dans la Vologne, à Docelles, à 7 km en aval de l'Épange. Des cordelettes lui liant les mains sur le ventre, les pieds et le cou. Philippe Géchou et Patrick Glaise, respectivement pigistes et photographes du quotidien Liberté de l'Est, assistent au repêchage du corps de Grégory par les pompiers. La photographie, prise par Patrick Glaise, un pompier encordé, tenant dans ses bras l'enfant vêtu d'un anorak bleu, d'un pantalon velours vert foncé et d'un bonnet de laine rayé bleu et blanc, rabattu sur son visage et publié dans la presse le lendemain, et va bouleverser tous ceux qui l'auront sous les yeux. Enfoiré Patrick ou pas? Moi je pense que c'est un enfoiré Patrick quand même. Genre il a pas réfléchi. Les recherches dans la Vologne étaient consécutives à l'appel téléphonique du mystérieux corbeau qui aurait informé du crime Michel Villemain vers 17h30. Faute, aurait dit-il, d'avoir pu joindre Albert ou Monique Villemain. Je te téléphone car ça ne répond pas à côté. Je me suis vengé du chef et j'ai kidnappé son fils. Je l'ai étranglé et je l'ai jeté dans la Vologne. À la Vologne. Bref. Sa mère est en train de le rechercher mais elle ne le retrouvera pas. Ma vengeance est faite. Putain, c'est putain de cruel, pardon. Okay. Je pensais connaître l'affaire mais en fait c'est plein de détails que genre... Le lendemain, le 17 octobre 1984, le juge d'instruction Jean-Michel Lambert, âgé à l'époque de 32 ans, est saisi pour instruire le dossier. Comme il ne manquera pas de le rappeler à diverses reprises, il s'agit de la 180e information judiciaire sur les 229 qu'il aura eu à traiter durant l'année 1984 à Épinal. Attendez, je dis tout à l'heure j'ai dit Épinal, c'est en Ile-de-France, putain, oh putain. D'accord, ok, c'est dans les Vosges, Épinal, oh là là. Les profs de géographie, insultez-moi. Putain, la honte. Ne jugez pas. Donc, le 17 octobre 1984, une lettre anonyme adressée à Jean-Marie Villemain revendique le crime. J'espère que tu mourras de chagrin, le chef. Ce n'est pas ton argent qui pourra te redonner ton fils. Voilà ma vengeance, pauvre con. Wow. La lettre a été postée à l'Épange le jour du meurtre par le corbeau qui circulait en Renault 4 verte. Voiture aperçue par Christine Villemain à la recherche de son fils avant la levée de 17h15. L'autopsie du corps se déroule le lendemain des faits, le 17 octobre 1984. Le corps de Grégory ne présente aucune trace de violence apparente. Il n'est pas remarqué d'hématome, même si l'on relève à la tête une ecchymose d'1 cm de diamètre après décollement du cuir chevelu.
anorak et le bonnet qu'il porte lorsqu'il est retrouvé inanimé dans la Vologne sont propres et les cordelettes n'ont provoqué aucune égratignure. Il est relevé que sa bouche et ses narines sont couvertes en partie de spume, salive écumeuse. C'est-à-dire qu'il a été empoisonné. Attendez, on continue avant de faire des diagnostics. Des hypothèses. Que ses lèvres sont cyanosées et que ses poumons distendus présentent des traces d'agonie asphyxique. Ah ok. Cependant, contient de son côté les résidus de la pomme que Grégory a consommée pour son goûter. Aucune trace d'alcool n'est retrouvée dans le sang, bien que celui-ci ait été prélevé en quantité insuffisante pour établir un examen toxicologique complet. Aucune trace d'adrénaline symptomatique de la peur n'est retrouvée non plus. Conclusion de l'autopsie. La mort de l'enfant Grégory Villemain est directement et exclusivement en rapport avec une submersion vitale à double origine, asphyxie et inhibitrice, ne permettant pas de déterminer si Grégory est mort noyé ailleurs que dans la Vologne avant d'y être jeté. Une noyade préalable dans une baignoire a été estimée possible, ou s'il a été jeté vivant dans les eaux de la Vologne, ni s'il a été ligoté avant ou après sa mort. Il a été reproché à cette autopsie d'avoir été un raté médico-légal ayant tout faussé, car incomplète et bâclée, c'est peu de le dire. L'ordonnance du juge datée du 17 octobre 1984 est adressée au docteur Gérard Lerenn, je pense, désolé, et Elisabeth Pagel leur indique de procéder éventuellement à tout prélèvement en vue d'expertise ultérieure. Mais le non-prélèvement des viscères de l'enfant, oh mon Dieu, empêche de savoir si celui-ci avait été drogué au préalable avec une substance quelconque. Carré un peu, parce que c'est chaud. Nommé par les gendarmes le lendemain de la mort de Grégory, le premier expert graphologue, le colonel en retraite Antoine Argout, désignera Roger Jacquel, le père de Liliane Jacquel et du beau-père de Jackie Villemain, demi-frère du père de Grégory Villemain. Faut suivre. Comme étant l'auteur des lettres anonymes. Wow. Les liaisons. L'intéressé avait été longtemps soupçonné par les parents de Grégory Villemain d'être à l'origine des appels et écrits anonymes. Mais l'enquête préliminaire le met très rapidement hors de cause en raison d'un solide alibi à l'heure du crime. Le 17 octobre 1984, des traces de pneus et l'empreinte d'une chaussure de femme sont découvertes sur le premier lieu supposé du crime, appelé lieu privilégié, et situé au bord de la Vologne, le long du chemin de fer d'Arches à Saint-Dié, entre Décimon et Docel. Le 18 octobre 1984, 140 membres ou proches de la famille Villemain sont soumis à l'épreuve de la dictée. Effectivement, c'est une grande famille. Pas la meilleure, mais une grande famille.
du Front National. Oh là là. Marine, excuse-moi. Il milite à la tête de l'association Légitime Défense pour le rétablissement de la peine de mort abolie en 1980. Sympa le bonhomme. Par la suite, cette orientation politique de l'avocat des époux Villemain sera plusieurs fois exploitée par leurs détracteurs. Le 24 octobre 1984, ouais, c'est une catastrophe. Voilà, je suis éclaté. Le 24 octobre 1984, on dirait que je pleure. Je suis de très bonne humeur, pas du tout fatigué. Ferme ta gueule, ferme ta gueule. Donc, le 25 octobre 1984, les gendarmes de Bruyères procèdent. Je vais me taper la tête contre le micro. Procède à une première reconstitution du crime avec l'aide d'un mannequin après avoir effectué plusieurs essais. Ils ont conclu que l'enfant n'aurait pas été jeté entre Désimont et Dosel, mais probablement depuis le centre du village à Dosel, derrière la caserne des pompiers à proximité de l'endroit où le corps a été découvert. Je vais essayer de pas bailler toutes les 2 minutes. Ce sera chiant. C'est à vous de dormir. Pas à moi. C'est un échec cuisant. Ça va pas du tout. Ça va pas du tout. De plus, une mise à l'eau du mannequin depuis l'autre lieu initialement envisagé, donc le lieu privilégié, conduit le mannequin à effectuer un trajet sensiblement plus long et comportant différents obstacles tels que des barrages de broussailles. Ce trajet apparaît donc peu compatible avec l'absence de toute déchirure des vêtements de l'enfant comme de toute griffure de son visage ou de ses mains. Octobre 1984, soit 6 jours après le crime, les gendarmes reçoivent un coup de téléphone du premier témoin spontané qui s'adresse à eux. Il s'agit de Marie-Ange Laroche, laquelle, curieusement, les appelle non pas de son domicile mais d'un café. Chelou Marie-Ange. Son instance a leur communiqué ses doutes sur Jackie Villemain et sur sa femme Liliane. Puis sur les Hollards, des parents éloignés des Villemain. Ne manquent pas de susciter leur curiosité. Ils la convoquent à la gendarmerie et la place en garde à vue pour vérifier son emploi du temps. C'est mérité. C'est après son témoignage insolite que les gendarmes sont amenés à interroger son mari, Bernard Laroche, sur son emploi du temps. C'est le karma. En le suspectant à lui faire passer le test de la dictée, qu'il adresse aussitôt à l'expert, lequel dans un premier temps leur communique le résultat des analyses par téléphone. Le 26 octobre 1984, un deuxième portrait robot est diffusé. Après qu'un homme s'étant reconnu sur le premier et s'étant présenté spontanément à la gendarmerie a été mis hors de cause. Un honnête homme. Le pauvre, il s'est reconnu, si Dieu, je vais chez les keufs. Direct. Je veux pas qu'on vienne me chercher chez moi. Pardon, je suis en déroute totale. C'est la merde dans ma tête. Désolé. Ce deuxième portrait, établi d'après les informations fournies par le tenancier d'un café de Dosel, situé à quelques dizaines de mètres du lieu supposé du crime, correspond à un homme d'un âge assez jeune, au visage rond, portant une moustache et des favoris. C'est quoi des favoris? Il y a des coiffeurs, quelqu'un qui sait ce que c'est des favoris. Aiguillez-moi. Le 30 octobre 1984, des responsables de l'enquête, l'expert en écriture et une graphologue parisienne se réunissent à la gendarmerie de Nancy. L'expert en écriture qui a commencé ses travaux dans ce dossier, notamment l'étude des dictées, déclare que le corbeau pourrait être Bernard Laroche, mais demande plus de temps pour donner ses conclusions définitives. Malgré cela, Marie-Ange
octobre sa jeune belle-sœur Muriel Boll vers 17h20. Donc Muriel Boll, parlons-en, hein, faut bien y venir. D'ailleurs, il y a eu des rebondissements récemment, c'est pour ça que je fais cette vidéo. On va y arriver. Les gendarmes veulent vérifier les déclarations de Bernard Laroche qui prétend être arrivé chez sa tante Louisette après Muriel Boll. Élève au collège Jean Lursa de Bruyères à l'époque des faits, Muriel est âgée de 15 ans. Elle est hébergée depuis quelque temps chez sa sœur Marie-Ange et son beau-frère Bernard Laroche. Si initialement Muriel confirme l'alibi de Bernard, dans un second temps elle fait volte-face devant les gendarmes et le met en cause avant de revenir quelques jours plus tard à sa déclaration initiale. Dans un premier temps, Muriel ne met pas en cause son beau-frère et lui fournit un alibi. À la première heure supposée du crime, 16 octobre à 17h20, elle l'aurait aperçu chez sa tante Louisette Jacob à Aumontzey, en compagnie de son fils Sébastien, après que le car de ramassage scolaire l'ait déposé à proximité. Les déclarations de Muriel Boll se recoupaient pour l'essentiel avec celles de son beau-frère Bernard Laroche qu'elle tendait ainsi à disculper. Plusieurs éléments intriguent cependant les gendarmes et qu'elles doutent de la sincérité des déclarations de Muriel Boll et de Bernard Laroche. Les gendarmes relèvent un premier point entre les deux déclarations respectives. Alors que Bernard Laroche avait déclaré que Muriel était déjà présente lors de son arrivée chez sa tante Louisette, Muriel donnait pour sa part l'ordre d'arrivée inverse. Muriel est également confrontée au témoignage de plusieurs camarades de classe qui déclarent ne pas l'avoir aperçue dans le bus de ramassage scolaire le 16 octobre 1984 vers 17h. L'une de ses camarades déclare également avoir vu Muriel aux abords du collège en train de monter dans une voiture dont la description correspond à la Peugeot 305 de Bernard Laroche. Suspect Muriel, suspect Bernard. Ces témoignages sont d'ailleurs confortés par l'erreur de description physique faite par Muriel du chauffeur de car. Du 16 octobre 1984, Muriel donne la description du chauffeur habituel alors qu'était présent ce jour-là un chauffeur de remplacement en service uniquement les mardis. Auditionné, celui-ci indique aux gendarmes avec certitude ne pas avoir vu Muriel Boll dans le bus, dans le car. Le 16 octobre 1984, toujours confronté à ces éléments, Muriel Boll indique à 2 reprises aux enquêteurs que Bernard Laroche et elle sont allés ensemble accompagnés du jeune fils de Bernard Laroche, Sébastien, en voiture jusqu'à une maison de l'Épange, identifiée comme étant celle de Jean-Marie et Christine Villemain, devant laquelle Bernard Laroche aurait arrêté sa voiture, puis redémarré pour aller jusqu'au village proche de Docelles, où il se serait arrêté. Elle affirme l'avoir vu partir avec Grégory, puis revenir seule peu après. Ça c'est son revirement, où elle dit, ce qui est très probablement la vérité. Mais elle va encore se rétracter. À cette date, les gendarmes disposaient également des premières conclusions, alors communiquées de manière informelle par des experts en écriture Anne-Marie Jacquin-Keller et Marie-Jeanne Berrichon. J'écorche les noms. Bon, ils sont peut-être morts, alors c'est pas grave. Selon ces experts, l'écriture de Bernard Laroche présentait de fortes similitudes avec celle de l'auteur de la lettre de revendication du crime. Les gendarmes découvrent également sur la lettre de revendication du crime le foulage des initiales LB qui se superpose avec la signature manuscrite de Bernard Laroche. Cet élément toutefois ne pourra ensuite être exploité dans le cadre de l'enquête en raison d'une mauvaise manipulation du document par les gendarmes. Encore une bourde.
garde à vue de la jeune fille sans toutefois prendre la précaution de l'isoler de son milieu familial et inculpe aussitôt d'assassinat Bernard Laroche, lequel est immédiatement arrêté par les gendarmes sur son lieu de travail le 5 novembre 1984 vers 13 h. Le dossier ne comprend pas encore le rapport d'autopsie ni les conclusions d'expertise en écriture. Les médias font directement leur une avec l'assassin Laroche en titre et filment même son arrestation, toujours aussi délicat les journalistes. La retransmission est quasi directe de cette arrestation. L'arrestation en quasi direct de cette arrestation a longtemps été reprochée aux gendarmes, bien que rien n'indique que ceux-ci aient informé les journalistes de l'imminence de l'interpellation de Bernard Laroche. En effet, les journalistes à l'affût de tout nouvel élément de l'enquête stationnaient dans leur voiture aux abords de la brigade de gendarmerie et suivaient systématiquement les gendarmes dans tous leurs déplacements. Dans un troisième temps, le lendemain, le 6 novembre 1984, devant le juge d'instruction, Muriel fait une seconde volte-face en revenant sur sa première version, soutenant que les gendarmes ont fait pression sur elle et l'ont menacé de l'envoyer en maison de correction. Ils ont insisté, ils m'ont demandé pourquoi c'était lui, Laroche, qui était venu me chercher. Je disais que ce n'était pas vrai. L'un d'eux m'a lancé: toi, t'as couché avec Laroche. J'avais peur. J'ai dit ce qu'il voulait. Si je ne signais pas, il me menaçait de m'envoyer en maison de correction. Témoignage qu'elle refait devant les caméras des journalistes le 7 novembre 1984 et diffusé notamment au journal d'Antenne 2 du jour. Mon beau-frère, il est innocent, c'était un piège et j'ai tombé dedans. Ok, on va pas lui. À 5 h, j'étais dans le car, j'avais peur des gendarmes, ils ont profité que j'étais toute seule. Mon beau-frère, il est innocent. Les gendarmes m'ont dit que Bernard avait dit ça et que si je disais pas ça, il me mettrait en maison de correction. Voilà. Jusqu'aujourd'hui, l'une des questions majeures soulevées par l'affaire porte sur la motivation des révélations faites aux enquêteurs par Muriel Boll, lesquelles sont de nature à innocenter ou accabler son beau-frère Bernard Laroche. Muriel dit-elle la vérité lorsqu'elle fait ses déclarations qui accablent son beau-frère d'avoir enlevé Grégory Villemain, ou au contraire lorsqu'elle fait volte-face et fait état de pression qu'elle aurait subi de la part des gendarmes. Au cours des jours suivants ces déclarations, les avocats saisissent le juge d'instruction d'une plainte contre les enquêteurs de la gendarmerie pour faux et subordination de témoignages. Cette plainte sera toutefois définitivement écartée par la justice, lequel estime que les accusations portées par la défense de Muriel Boll contre les gendarmes manquent de crédibilité. Cette version officielle ne sera ensuite jamais démentie. En 2020, la Cour d'appel de Paris annule la garde à vue de Muriel Boll. À Docelles, à côté de l'église, non loin de la place de l'Épine, une ampoule vide et une seringue d'insuline sont par ailleurs retrouvées le 9 novembre 1984, 3 semaines après le crime, près du local des pompiers aux abords duquel le corps de Grégory aurait pu être jeté dans la Vologne, ce lieu étant également désigné par Muriel Boll comme l'endroit où Bernard Laroche serait descendu de voiture avec Grégory. Ces éléments matériels peuvent suggérer l'utilisation de ce produit pour provoquer chez l'enfant un coma hypoglycémique avant de le jeter dans la rivière.
entretient une relation très frère de lait avec son autre cousin germain Michel Villemain, frère de Jean-Marie Villemain, en compagnie duquel il a été élevé après la mort de sa mère survenue peu après sa naissance. Il a aussi une relation privilégiée avec son oncle maternel Marcel Jacob, qui n'a que 10 ans de plus que lui. En septembre 1984, après avoir brigué le poste pendant 6 ans, il est devenu contremaître au tissage en sel à Granges sur Vologne, où il travaille. Son cousin Michel, son oncle Marcel et l'épouse de ce dernier. C'est une famille ségétiste. Jacqueline, qui de leur côté sont employés à la filature BSF d'Aumonzey, et aussi comme de nombreux autres membres de la famille élargie Villemain-Jacob. Les débats du procès de 1993 révèlent qu'en 1984, son couple battait de l'aile, ce que Marie-Ange Laroche, malgré ses dénégations, confirme implicitement dans les larmes oubliées de la Vologne, le lendemain de l'inculpation de Bernard Laroche par le juge Jean-Michel Lambert. Le 6 novembre 1984, la famille de Muriel Boll demande à la presse de passer chez elle, à Laveline devant Bruyères, et la jeune fille se rétracte devant micro et caméra et déclare aux journalistes: non, j'y étais pas dans la voiture de Bernard Laroche, puis j'ai jamais été sur l'éponge et tout ça. Je vais pas vous faire l'accent, mais bon, je pense que vous avez entendu. Là où le gosse a été noyé. Putain, la délicatesse. J'y ai jamais été, je connais pas l'éponge ni d'ocelle. Bernard, il est innocent. Bernard, il est innocent. Bernard, il est innocent. Pardon, c'est sordide. Puis j'ai jamais été sur l'éponge et tout ça. Attends, j'ai déjà lu ça. Mon beau-frère, il est innocent. J'ai jamais été où j'ai dit avec mon beau-frère. De plus, les gendarmes l'auraient menacé de la placer en maison de correction si elle ne témoignait pas contre lui. Et si elle ne disait pas la vérité. Les gendarmes des Bruyères considèrent alors que la jeune fille fragile et vite dépassée par les événements a pu subir des pressions familiales pour changer sa version des faits. Le capitaine Sesma, je crois, devenu colonel depuis, évoquera même des déclarations qui ont l'air d'être récitées. Et même certains disent qu'elle a été passée à tabac. Juge Lambert, rapidement interrogé par les journalistes, déclare devant les caméras: j'attendais personnellement ces rétractations, qui ne me surprennent pas du tout et ne m'émeuvent pas davantage. Okay. Lorsque la journaliste Isabelle Bachler, désolé Isabelle, lui fait observer que cela fragilise quand même considérablement le dossier, il lui répond non, car il y a d'autres éléments à côté qui permettent de tenir peu de cas de ces rétractations. Et pour juge Lambert pense détenir des éléments à charge contre Bernard Laroche. Les conclusions de la première étude graphologique déposée le 30 octobre 1984 auprès de la gendarmerie de Nancy, qui le désigne comme pouvant être le corbeau, et le foulage LP apparu en bas de cette lettre de revendication du meurtre et correspondant exactement à la signature de Bernard Laroche. Égarée, cette lettre de revendication du meurtre ne pourra être exploitée que plusieurs années plus tard, quand une copie du rapport comportant des photos de la dite lettre sera retrouvée. Comme de surcroît, cette pièce maîtresse du dossier a été abîmée lors de la recherche d'empreintes. Ah bon, c'est des bras cassés, je crois. C'était pas la crème de la crème des enquêteurs, manifestement. Une poudre noire y ayant été déversée
qui a renouvelé sa rétractation lors d'une confrontation avec Bernard Laroche. Le 9 novembre 1984. Le dossier reste bien mince sur le plan judiciaire, comme ne manque pas de le faire observer l'avocat de Bernard Laroche, Gérard Felzer, du barreau d'Épinal, auquel se joint rapidement Paul Pron, du barreau de Paris, défense organisée et rémunérée par Benoît Barthelot, repreneur en 1981 de tissage en sel et proche du PCF, donc du Parti communiste et de la CGT. Même si pour la gendarmerie de Bruyères, la jalousie de Bernard Laroche pour la réussite sociale et familiale de son cousin constitue un mobile sérieux. Le 4 février 1985, le juge Jean-Michel Lambert, contre l'avis du ministère public d'Épinal, lequel ne fera pourtant pas appel de son ordonnance, libère Bernard Laroche, qui reprend son travail. Ce jour-là, devant les journalistes, Jean-Marie Villemain annonce son intention de le tuer à la sortie de son travail. Jean-Marie et Christine Villemain demandent à être reçus par le garde des Sceaux Robert Badinter pour réclamer la vérité et l'utilisation du détecteur de mensonges. La requête n'aboutit pas en raison du refus du ministre, qui ne veut pas rencontrer les protagonistes d'une affaire en cours. De son côté, l'épouse de Bernard Laroche, Marie-Ange, réclame pour son mari la protection de la gendarmerie de Bruyères, laquelle dessaisit de l'enquête le 20 février 1985 au profit du SRPJ de Nancy. Ne peut accéder à sa requête, ce dont le juge d'instruction ne s'occupera pas. Il s'est pas occupé de grand chose, Jean-Michel. Le 29 mars 1995, vers 13h15, alors que Bernard Laroche rentre avec Marie-Ange et son fils Sébastien dans le garage de son domicile à Aumontzey, Jean-Marie Villemain se dirige vers son cousin et pointe sur lui un fusil de chasse. Laroche déclare à Villemain qu'il n'a pas tué son gosse avant de s'écrouler, atteint d'une balle en pleine poitrine. Tout rôle actif de Christine Villemain dans l'assassinat de Bernard Laroche est rapidement écarté par les enquêteurs. D'autant qu'au moment de cet assassinat, Christine Villemain se trouvait hospitalisée. Jean-Marie Villemain a fait part de ses intentions meurtrières le 27 février 1985 au journaliste de Paris Match Jean Kerr, qui imputait lui aussi à Laroche l'assassinat de Grégory et n'a pas caché son désir de vengeance à d'autres personnes, dont le capitaine Sesma, qui a vainement tenté de le ramener à la raison. L'assassinat de Bernard Laroche par son cousin Jean-Marie Villemain intervient quelques jours après le dépôt des premières expertises en écriture qui en imputant à Christine Villemain la lettre de revendication du crime faisait glisser celle-ci du statut de victime vers le statut de principale suspecte. Honnêtement, j'ai trouvé ça hyper salaud, mais c'est que mon avis. La divulgation de ces expertises peut avoir été l'élément déclencheur du geste de Jean-Marie à l'encontre de son cousin. Bernard Laroche est enterré le 2 avril 1985. La reconstitution de l'assassinat de Bernard Laroche est organisée le 20 juin 1985 à l'endroit où il a eu lieu, en présence de Jean-Marie Villemain portant un gilet pare-balles et conformément à la procédure. Malgré son faible intérêt pour l'avancée de l'enquête, l'événement est largement médiatisé, cette reconstitution ayant lieu en présence d'une centaine de photographes et journalistes. La veuve de Bernard Laroche obtiendra par la suite la condamnation de l'État pour n'avoir pas empêché la mort annoncée de son mari. En décembre 1985, 8 mois après la mort de son époux, elle donne naissance à un second fils qui reçoit le prénom de Jean Bernard. Une ordonnance
de l'intéressé était l'action publique initiale mise en mouvement à son encontre. Officiellement, Bernard Laroche est donc mort inculpé et bénéficie encore à ce titre de la présomption d'innocence. Jean-Michel Lambert déclarera ultérieurement qu'il avait prévu de rendre au cours des semaines suivantes une ordonnance de non-lieu ayant pour objet de le mettre hors de cause. La libération puis l'assassinat de Bernard Laroche ont coïncidé avec l'apparition des premiers symptômes dirigés contre la mère de Grégory en février-mars 1985. Pendant des années, de nombreux commentateurs de l'affaire raisonneront par pure corrélation entre l'innocence supposée de l'un et la culpabilité supposée de l'autre, et vice-versa, sans parvenir à identifier une quelconque piste alternative. Villemain a été officiellement innocenté en février 1993. Vous vous rendez compte du temps ? Par la cour d'appel de Dijon en raison de l'absence d'une quelconque charge mise en évidence à son encontre. L'appel de Dijon révèle par la même décision qu'il subsiste dans le dossier des charges très sérieuses que Bernard Laroche ait enlevé Grégory le 16 octobre 1984, tout en relevant que les éléments du dossier ne permettent pas pour autant de le considérer comme le meurtrier de l'enfant. À cette fin, la cour d'appel se fonde notamment sur plusieurs témoignages concordants et recueillis postérieurement. La mise en accusation de Christine Ville, le plus décisif de ces témoignages, semble être celui de Claude Collin, qui déclare en 1990 aux enquêteurs qu'à l'horaire du crime, il avait croisé à proximité de la maison des Villemain une voiture avec à son bord un homme corpulent, une femme rousse. Signalement qui évoque directement celui de Bernard Laroche et de Muriel Boll. Le témoin a expliqué son long silence en raison de sa crainte à l'époque de perdre son emploi. N'étant nullement censé se trouver en ce lieu à l'heure du crime, plusieurs témoins indirects issus du voisinage ont corroboré ce témoignage en rapportant que Madame Marcel Clodon, qui se trouvait à bord de la voiture de Claude Collin, leur avait fait précisément les mêmes révélations, que l'intéressé refusera toutefois de réitérer devant la justice. Lors du procès d'assises de Jean-Marie Villemain en 1993, la défense de Bernard Laroche contestera véhémentement ces témoignages qu'elle juge trop tardives pour être suffisamment crédibles. Or, ni la culpabilité ni l'innocence de Bernard Laroche n'ont été officiellement proclamées, mais la décision de 1993 laisse clairement entendre que, du moins d'après que les magistrats instructeurs qui sont à l'origine de la piste Laroche, initialement par les premiers gendarmes de l'enquête, était probablement la bonne piste. D'après cette thèse, le revirement de juge d'instruction Jean-Michel Lambert, qui en février 1985 a mis fin à la détention provisoire de Bernard Laroche contre l'avis du ministère public, a dirigé ses soupçons sur Christine Villemain, relèverait d'une erreur d'appréciation. Plus récemment, en 2017, les enquêteurs de la gendarmerie ont nettement réaffirmé que le rapt de l'enfant était imputable de manière certaine à Bernard Laroche, selon leurs propres termes, et que ce rapt avait été effectué en présence de Muriel Boll, conformément aux déclarations faites par cette dernière les 1er, 2 et 5 novembre 1984. De manière complètement inattendue, la réactivation de l'affaire sur le plan médiatique en juin 2017 provoque le témoignage spontané de Patrick F., cousin de Muriel Boll. Celui-ci a déclaré aux enquêteurs avoir séjourné au domicile de Muriel Boll en novembre 1984, au cours des jours ayant suivi l'incarcération de Bernard Laroche. Ce témoin déclare avoir alors recueilli les confidences de sa cousine, qui lui aurait indiqué avoir assisté au rapt de Grégory Villemain par Bernard Laroche. Il aurait également personnellement assisté à des violences physiques exercées sur Muriel Boll par plusieurs membres de sa famille.
famille. Cet élément pourrait corroborer la thèse des enquêteurs selon laquelle les rétractations de Muriel Boll auraient été provoquées par de lourdes pressions familiales. Les époux Jacob, mis en examen en 2017, sont ainsi suspectés d'avoir été les complices et ou commanditaires de l'enlèvement de Grégory, dont l'assassinat aurait, d'après les mêmes enquêteurs, été mis en œuvre par une véritable cellule familiale organisée. Mais le rôle exact de Bernard Laroche demeure assez obscur. Les enquêteurs ont fait savoir lors de la réouverture de l'enquête en 2017 que Bernard Laroche, alors lui-même père d'un enfant de 4 ans, avait peut-être ignoré le sort réservé à l'enfant par les commanditaires. Depuis 1993, la défense de Bernard Laroche s'est plusieurs fois vivement opposée à la mise en cause directe de son ancien client dans l'enquête qui a suivi sa mort. Néanmoins, aucune règle de procédure ne fait obstacle à la réunion d'éléments pouvant concerner une personne décédée, que ces éléments jouent à charge ou à décharge. Le 17 mars 1987, la Cour de cassation annule l'arrêt de renvoi du 9 décembre 1986 en raison de diverses violations des règles de procédure commises au cours de l'instruction conduite par le juge Jean-Michel Lambert. Cette décision fait concrètement disparaître plusieurs centaines de pages du dossier d'enquête initiale. Par la même décision, la Cour de cassation décide également de confier le dossier à la Cour d'appel de Dijon. Celle-ci ordonne un supplément d'information. Il est d'abord mené par le magistrat Maurice Simon, président de la Chambre d'accusation, jusqu'au 28 janvier 1990, date à laquelle il tombe dans le coma, victime d'un infarctus. Merde alors. Pardon, c'est pas drôle. Et souffre d'amnésie à son réveil, ce qui le contraint à abandonner l'affaire. Son successeur, Jean-Paul Martin, continue le supplément d'information jusqu'en septembre 92. C'est à la suite des insuffisances des investigations criminelles de la gendarmerie lors de cette affaire que les pouvoirs publics décident la création de la section technique d'investigation criminelle, STIC, futur institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale. Jean-Marie Villemain est libéré le 24 décembre 1987 après 5 demandes de mise en liberté et 30 mois de détention. Placé sous contrôle judiciaire, il est alors assigné à résidence dans l'Essonne où le couple s'installe. Il réside à Étampes avec ses 3 enfants. Christine travaille à mi-temps, Jean-Marie à plein temps dans l'immobilier. Le couple se réfugie depuis dans le silence, s'exprimant par l'intermédiaire de ses avocats à chaque rebondissement de l'affaire. Procédure engagée en 1985 par les parents de Grégory contre Muriel Boll débouche sur une ordonnance de non-lieu le 25 avril 1988, confirmée le 11 octobre suivant. La Cour d'appel de Dijon jugeant qu'il est en l'état impossible d'inculper la jeune femme en relevant qu'une intention criminelle semblait exclue. Les 21 et 22 septembre 1992, la Chambre des accusations de la Cour d'appel
des charges très lourdes, très sérieuses contre Laroche pour l'enlèvement de l'enfant, mais indique qu'il est impossible d'affirmer que Grégory a été tué par Bernard Laroche. Cette dernière précision alimentera plus tard la thèse d'un crime commis par plusieurs personnes. En novembre 1993, Jean-Marie Villemain est jugé à Dijon, où l'affaire a été dépaysée pour l'assassinat de Bernard Laroche. Après 6 semaines d'audience, il est condamné à 5 ans de prison, dont 1 an avec sursis. Cette peine apparaît particulièrement légère au regard de la peine encourue pour un assassinat, c'est-à-dire la perpétuité. La peine prononcée étant couverte par la détention préventive, il est libéré 2 semaines après l'annonce du verdict. Selon ses défenseurs, ce verdict apparaît avant tout comme un verdict de clémence, mais clairement en avant les dysfonctionnements exceptionnels de l'instruction conduite par le juge Jean-Michel Lambert et validerait de manière implicite la participation de Bernard Laroche au meurtre de Grégory. À l'opposé, d'après les avocats de la partie civile, le procès d'assises de Jean-Marie Villemain aurait fortement fragilisé les éléments du dossier au moyen desquels les magistrats instructeurs avaient finalement réactivé la piste Laroche. Lors du procès, l'instruction de Jean-Michel Lambert est vivement critiquée par l'avocat général Jacques Cosne. À en croire Paul Pron, avocat de Bernard, puis de Marie-Ange Laroche, c'est le juge d'instruction seul que la colère publique s'est abattue. C'est sur le juge d'instruction seul que la colère publique s'est abattue. Celle de l'avocat général, celle du président Ruizen, celle des journalistes, celle de l'opinion, pour une certaine hiérarchie judiciaire comme pour le pouvoir politique de l'époque. Focaliser l'attention sur le seul juge Lambert a permis d'atténuer l'échec de l'institution dans cette affaire. C'était d'oublier spontanément, opportunément le rôle joué en la circonstance par le journaliste de RTL Jean-Michel Bézina, le commissaire Jacques Corazzi du SRPJ de Nancy et le second avocat de Laroche et ton collègue de Paul Pron, Gérard Felzer, lesquels, agissant de concert, n'avaient pas eu trop de peine à persuader un juge d'instruction décrit par les observateurs comme influençable et pusillanime d'inculper Christine Villemain. Les parents de Grégory demandent le 25 novembre 1999, par l'intermédiaire de leur avocat, Maître Thierry Moser, la réouverture de l'enquête afin de procéder à des analyses ADN. Le 2 décembre, Maître Paul Lombard, défenseur des grands-parents paternels de l'enfant, s'associe à cette démarche. 9 avril 2000, le procureur de la République de Dijon, Hélène Maliano, ordonne la réouverture de l'enquête. La chambre d'accusation suit les conclusions du procureur général et se réunit le 17 mai afin d'étudier le dossier. L'espoir de connaître la vérité est relancé par l'analyse d'ADN, présent sur un demi-timbre de 2,6 cm et sur 1,1 cm, qui aurait pu conserver la salive du corbeau. Sur la lettre postée en 83 et adressée aux grands-parents à leur domicile de Bruyères. La lettre de revendication du corbeau du 16 octobre 1984 ne peut être analysée, comme l'avait souhaité au départ le procureur de la République de Dijon. Le 14 juin 2000, la chambre
cassation de la cour d'appel de Dijon rend son arrêt. Autorisant la réouverture de l'enquête. Durant l'été 2000, les experts du laboratoire en biologie médicale, en biologie moléculaire, du CHU de Nantes examinent donc le demi-timbre. Ces analyses n'aboutissent pas, le mélange d'ADN se révélant inexploitable. Après la comparaison de ces traces avec les prélèvements des 280 personnes inscrites dans le dossier, le 17 octobre, le rapport scientifique ordonné en juin explique que les traces d'ADN ne sont pas interprétables, probablement en raison des diverses manipulations de l'enveloppe depuis 1983 et ou aux conditions de conservation décelées énoncées par maître Thierry Moser, c'est Moser je pense, je sais pas, avocat des parents, et maître Joël Lagrange, avocat des grands-parents. Le 11 avril 2001, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Dijon, estimant qu'il n'y a pas lieu de poursuivre quiconque, clôt par un arrêt de non-lieu l'instruction de l'affaire Grégory, ce qui fixe la prescription au 11 avril 2011. En mai 2002, la cour d'appel de Versailles condamne l'État à verser 30 489 € de dommages et intérêts à Marie-Ange Laroche et 15 244 € à Muriel Paul en réparation d'une inaptitude à remplir sa mission, et souligne un manque total dans la maîtrise et dans la conduite de l'enquête de l'instruction. Ces critiques s'étendent aux suppléments d'instruction menés à partir de 1987. Cette condamnation fait suite à une jurisprudence de 1998. Avant cette date, l'État n'était que très difficilement condamné pour ses défaillances en matière de protection préventive des personnes. Les consorts Paul Laroche saisissent le tribunal des conflits qui rend un arrêt le 19 octobre 1998. La veuve de Bernard Laroche peut alors demander une réparation à l'État du fait de l'absence de protection dont a pâti son conjoint. L'État est à nouveau condamné par décision de la Cour d'appel de Paris le 28 juin 2004 à verser 35 000 € d'indemnité pour faute lourde à chacun des époux Villemain. Leurs avocats n'ont fait appel que pour le volet concernant l'agent judiciaire du Trésor public et ont abandonné leur poursuite contre Jean-Michel Lambert après avoir été déboutés sur ce point le 20 novembre 2002 par le tribunal de grande instance de Paris. Jean-Marie Villemain, qui n'a jamais contesté être assassin de Bernard Laroche, dépose une requête en réhabilitation en avril 2005. Le parquet ne fait pas opposition, mais en 2007, la chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Paris rejette la demande de l'intéressé qui ne se pourvoit pas en cassation. Il bénéficie de la réhabilitation légale le 31 décembre 2008, conformément aux dispositions du Code pénal. Le 25 octobre
l'émission Les Grandes Gueules sur la radio RMC, Marie-Ange Laroche affirme qu'elle ne s'opposera pas à l'exhumation du corps de son mari. Bernard Laroche a des fins d'analyse ADN si cela se révélait nécessaire. Les analyses ADN sur la lettre du corbeau envoyée au Villemain ne donnent pas de résultats. En effet, les traces identifiées ne correspondent à aucun des 150 protagonistes de l'affaire. Le laboratoire chargé de ces expertises concluait uniquement qu'aucun des profils établis dans le cadre de la présente mission ne ressortait des mélanges présents sur les cordelettes, sur les vêtements et sur les enveloppes. En l'absence de corrélation évidente entre les profils de l'ensemble des personnes étudiées avec les mélanges présents sur les scellés. Absence de corrélation imputée à une insuffisance de matière biologique. De matériel biologique sur les scellés examinés. Une perte de matériel biologique sur les vêtements et cordelettes ayant séjourné dans l'eau. Et la contamination des scellés excessivement manipulés par des tiers. Ces scellés n'étaient donc pas exploitables. Le 16 janvier 2012, le procureur général Jean-Marie Benet annonce qu'il n'a pas été possible d'extraire d'ADN du nœud des cordelettes. Le cheveu, quant à lui, révélé un génome mitochondrial qui n'a pu être mis en relation avec personne. Monsieur Thierry Moser, avocat des époux Villemain, déclare à la presse le 1er septembre 2012 que l'expertise de la voix du corbeau conservée sur des cassettes audio numérisées, aujourd'hui numérisées, sera désormais possible. Les gendarmes de l'IRCGN, après consultation des techniciens, ont répondu que l'expertise peut être tentée malgré les difficultés de faisabilité. La nouvelle enquête consistant à comparer la voix du corbeau avec les enregistrements réalisés par les journalistes lors de reportages. Le Parisien révèle le 16 avril 2013 que les profils ADN de 10 personnes auraient été isolés sur les cordelettes ayant servi à entraver le petit Grégory. Il resterait maintenant à identifier ces profils en les comparant aux prélèvements génétiques réalisés au cours de l'enquête ainsi qu'aux fichiers des empreintes génétiques. Une source judiciaire appelle cependant à la prudence. Durant toutes ces années, ces scellés ont été souvent manipulés. Des traces ADN appartiennent peut-être à un magistrat ou à un enquêteur. Le 24 avril 2013, le procureur de la cour d'appel de Dijon annonce que des nouvelles expertises ADN menées sur les vêtements et les cordelettes de Villemain sur les cordelettes de Grégory ne permettent d'identifier l'ADN d'aucun des protagonistes de l'affaire. De même, si l'analyse des enregistrements audio révèle bien les voix d'un homme et d'une femme, elle ne permet pas d'identifier précisément une personne. L'innocence de Bernard Laroche sort réaffirmée de ces expertises pour l'avocat de sa famille. Selon Thierry Moser, l'un des avocats des parents de la victime, les chances de parvenir à la manifestation de la vérité s'éloignent. Pour autant, le combat judiciaire est loin d'être terminé, car il reste encore des pistes à creuser et des investigations à réaliser. Maître Marie-Christine Chaston-Morand. Tout espoir scientifique n'est pas perdu. Et elle ajoute qu'il n'est pas dit que, parce qu'on n'a pas pu comparer les 4 ADN trouvés sur les vêtements à ceux de toutes les personnes qui ont été prélevées, ça les innocente ou ça les disculpe totalement. Selon elle, Christine et Jean-Marie Villemain ont aidé Grégory à s'habiller. La nourrice l'a aussi aidé. Donc on aurait dû retrouver leurs ADN sur les vêtements de Grégory, ce qui ne semble pas être le cas. Par conséquent, si les ADN de ceux qui ont touché les vêtements n'ont pas été trouvés, l'ADN de l'assassin a pu aussi ne pas être trouvé. En 2017, l'utilisation par la gendarmerie nationale du logiciel Anacrim fondé sur le logiciel Analyst Notebook pour l'analyse criminelle des données de l'affaire ainsi que l'expertise graphologique de 47 pages de Christine Navarro, une ancienne gendarme devenue experte judiciaire, permet à la justice d'émettre une nouvelle hypothèse
examen de 2017 suivent également la remise du journal intime du juge Maurice Simon à la justice par son fils. En 2016, dans les notes portant sur l'affaire écrites entre 1987 et 1990, le juge Simon émet en effet l'hypothèse de l'implication des époux Jacob et des époux Ginette et Michel Villemain dans le meurtre de Grégory. L'assassin était à Aumonzet, dans le triangle A, Bernard Laroche et son entourage, B, Michel Villemain et sa femme, C, Marcel Jacob et sa femme. Le journal du dimanche écrit que parmi les témoignages sur lesquels s'appuie le rapport des experts du département sciences de l'analyse criminelle de la gendarmerie, figure celui de Claude Collin, l'amant de Marcel Clodon, une fermière de l'Épange, ancien gendarme devenu contrôleur de bus à la société de transport automobile des Hauts-de-Vosges, avoir vu un homme assez corpulent et une femme aux cheveux roux s'approcher en voiture de chez les Villemain l'après-midi du crime. Seulement à l'époque, pour cacher sa présence, Marcel Clodon a convaincu son mari et deux autres riverains d'arranger la vérité, et ce mensonge a fait partir toute l'enquête sur les bases de données. Et ces déclarations étaient trop contradictoires pour être viables lors du procès de Jean-Marie Villemain. Il retire plusieurs éléments contenus dans ses déclarations antérieures, comme les horaires lorsqu'il a croisé la voiture, l'âge du conducteur, ses allusions directes à La Roche et Muriel Boll, la couleur de la voiture qui n'est plus ni verte, ni gris-vert, ni sombre. Le 14 juin 2017, plus de 30 ans après les faits, 3 personnes en lien avec cette affaire sont mises en garde à vue, dans ce que la presse présente comme un rebondissement spectaculaire. Et 2 autres sont entendus comme témoins, leur âge avancé et leur état de santé étant incompatibles avec le régime de la garde à vue. Les gardés à vue sont le grand-oncle et la grand-mère paternelle de Grégory Villemain, Marcel Jacob et son épouse, Jacqueline, âgés respectivement de 73 et 72 ans, ainsi que Ginette Villemain, épouse de l'oncle de Grégory à l'époque des faits, Michel Villemain, mort en 2010. Il s'agit des premières gardes à vue dans l'affaire depuis 1985. Les premières personnes entendues comme témoins sont Albert, 86 ans, et Monique Villemain, 85 ans, les grands-parents paternels de Grégory. Les gardes à vue sont transférés à Dijon. Les qualifications pour lesquelles les personnes arrêtées citées dans les enquêtes ont été placées en garde à vue sont les suivantes: complicité d'assassinat, non-dénonciation du crime, non-assistance à personne en danger, abstention volontaire d'arrêter un crime. Paul a également été convoqué à la gendarmerie de Bruyères et en est ressorti libre après avoir fourni aux gendarmes un prélèvement ADN. Le lendemain, le 15 juin 2017, durant la garde à vue, le procureur général de la cour d'appel de Dijon, Jean-Jacques Bosc, fait le point sur l'avancée de l'enquête. Dans une conférence de presse, il déclare: les expertises de 2 lettres de menaces de 1984 et 1989 sont révélées confondantes à l'égard de Jacqueline Jacob, la grande-tante de Grégory, et de Monique Villemain, belle-sœur de Jacqueline et grand-mère de Grégory. Mais concernant les 3 gardés à vue, ils invoquent le droit au silence. Leur garde à vue a été prolongée de 24 heures. Le procureur général a expliqué qu'à ce stade, les investigations corroborées par l'analyse criminelle de la gendarmerie montrent que plusieurs personnes ont concouru à la réalisation du crime, que les conclusions d'une nouvelle expertise en écriture sur une lettre de 1983 sont confondantes pour Jacqueline Jacob, grande-tante paternelle par alliance de Grégory, et que son emploi du temps le jour de l'assassinat ainsi que celui de son époux, grand-oncle paternel de Grégory, Marcel Jacob, n'a jamais pu être établi avec certitude. La lettre en question est une lettre rédigée en écriture cursive et
fois accompagné d'une femme, l'enquête s'oriente vers la vérification des emplois du temps de tous les protagonistes de l'affaire. Interpellé à son domicile le 28 juin 2017 et placé en garde à vue pour complicité d'assassinat et non-dénonciation de crime sur le reliquat de sa précédente garde à vue les 2 et 3 novembre 1984, soit 25 heures maximum. Le lendemain, elle est mise en examen par la présidente de la chambre de l'institution de Dijon pour enlèvement de mineurs de 15 ans suivi de mort et incarcérée à titre conservatoire. Le rapport de gendarmerie indique que les éléments du dossier viennent renforcer l'hypothèse selon laquelle Muriel savait à l'avance que Bernard Laroche viendrait la récupérer à la sortie du collège le jour du crime. Elle minimise sa participation, pourtant elle a vraisemblablement eu connaissance, même de façon partielle, des intentions de son beau-frère. Elle a donc potentiellement participé à la préparation du crime. Ah ouais, putain. Voire rédiger la lettre de revendication du 17 octobre, qui, selon le dernier expert saisi, Maître Navarro, ne serait ni de la main de Jacqueline Jacob ni de celle de Bernard Laroche sans qu'on puisse connaître ses motivations personnelles dans son éventuelle participation. Maintenue en détention et à l'isolement pour sa propre protection, Muriel Boll commence le 6 juillet une grève de la faim pour faire valoir son innocence, protester contre son placement en détention, surtout réclamer une confrontation avec son cousin accusateur. Elle cesse sa grève de la faim le 10 juillet. Ok, c'était rapide. Elle a fait un Jeanne hydrique. Pardon, c'est pas drôle. Donc, Claire Barbier organise le 28 juillet une confrontation, pardon, faut que j'arrête de rigoler, entre Muriel et ce cousin, Patrick, qui assure qu'elle a été violemment molestée par sa famille la veille de sa rétractation du 6 novembre 84. De son côté, Muriel conteste cette version. Marie-Thérèse Lambolet, l'une des sœurs de Muriel, expliquera par la suite ne pas comprendre ce témoignage tardif, alors qu'il n'était pas là ce jour-là, et que les seuls cris que les voisins ont pu entendre, ce sont les journalistes qui avaient envahi la cour de chez mes parents, car elles ont pris des cailloux sur leurs tronches. Alors que Muriel était chez elle, la confrontation laisse planer un doute sur la véracité des déclarations du cousin qui évoque la présence sur les lieux de Paul Pron, alors que ce dernier indique dans le livre qu'il a publié sur l'affaire être arrivé à Épinal le 8 novembre et que sa veuve assure que son époux ne se trouvait pas dans les Vosges le 5 novembre 84. Ce que confirment les premiers communiqués. Avoir dessiné un plan convenable de la maison, malgré quelques inexactitudes, le cousin admet devant la juge qu'il ne s'en laisse pas contenter pour ne plus se souvenir du jour le 5 ou le 6 novembre 1984, mais persiste et lui dit: pensez-vous que je serais assez fou pour inventer une telle connerie si je n'étais pas certain qu'il était là, cet homme? Il a empêché un lynchage, tout en admettant des erreurs dans ses propos du fait de l'arrestation médiatisée de Jacqueline et Marcel Jacob. Il se défend de vouloir faire le buzz et d'être un mythomane. 10 juillet, Marie-Ange Laroche adresse une lettre au président de la République Emmanuel Macron pour dénoncer selon elle les dérives de l'enquête. Le 4 août, Muriel Boll est remise en liberté sous contrôle judiciaire dans un entretien téléphonique entre Jacqueline Golbin-Talbisu, l'infirmière qui faisait des injections d'insuline à Janine Boll, la mère diabétique de Muriel, et Jean-Marie Villemain, entretien que ce dernier a eu soin d'enregistrer. L'infirmière morte depuis révélait les confidences que Muriel lui avait faites sur la tombe de sa mère. Elle était bien avec Bernard Laroche le jour de la mort de Grégory, mais s'était rétractée parce qu'elle avait reçu des roustes. Dans son livre paru en 2018, Gérard Velzer, l'avocat des Laroche, signale que si l'instruction du juge rapporte bien que 4 auditions de l'infirmière, aucun procès-verbal
Global n'évoque la scène du cimetière. L'intéressé déclarait d'ailleurs que Muriel était si fragile qu'on pouvait lui faire dire n'importe quoi. Évoque une conversation lors de l'enterrement de La Roche où l'adolescente aurait simplement répondu « Je n'ai rien fait, je n'ai rien vu ». Le 1er décembre 2017, les avocats de Muriel Boll déposent une requête visant à faire annuler sa mise en examen, touchant pour enlèvement, séquestration suivi de mort, assortie d'une question prioritaire de constitutionnalité touchant aux conditions de sa garde à vue en 1984. La demande de nullité vise notamment l'absence d'indices graves et concordants qui font qu'à leur avis, il n'y a pas lieu de la mettre en examen le 29 juin. Le 11 juillet 2017, Jean-Michel Lambert est retrouvé mort à son domicile, avec un sac plastique sur la tête, noué à l'aide d'une cravate. C'est rudimentaire comme suicide. Pardon. Pas drôle. L'hypothèse d'un suicide est accréditée par la publication une semaine plus tard d'une lettre de 3 pages adressée par l'ancien magistrat à un journaliste de l'Est républicain et dans laquelle il évoque les derniers développements de l'affaire du petit Grégory, n'hésitant pas à écrire: ce énième rebondissement est infâme. Il repose sur une condition intellectuelle fondée en partie sur un logiciel. La machine à broyer s'est mise en marche pour détruire ou abîmer la vie de plusieurs innocents, pour répondre au désir de revanche de quelques esprits blessés dans leur orgueil ou dans l'honneur de leur corps. Ça va. Certains de mes confrères ont emboîté le pas avec une mauvaise foi abominable, car dès novembre 1984, j'ai pu démontrer que si Muriel Boll n'était pas dans le quart de ramassage scolaire, ce n'était pas le mardi 16 octobre, mais le mardi 23 octobre, semaine où elle est rentrée chez elle à cause de la grippe. Les preuves sont au dossier. Registre du collège et surtout témoignage du chauffeur de car que j'ai piégé après la remise d'un certificat médical, je crois, par la mère de Muriel Boll, et les auditions d'autres collégiens qui avaient parfois des repères précis, mais qui se sont pourtant trompés. Déclarant ne plus avoir la force de se battre, il proclame une nouvelle et dernière fois ses certitudes quant à l'innocence de Bernard Laroche et laisse entendre qu'à ses yeux, la coupable demeure Christine Villemin. Le hasard fait qu'il se donne la mort le jour même où BFM TV divulgue quelques passages le concernant des carnets intimes du juge Maurice Simon, lequel écrivait à son sujet sans grande indulgence. On reste confondu devant les carences, les irrégularités, les fautes, les dissimulations de preuves ou le désordre intellectuel et peut-être simplement matériel du juge Lambert. Je suis en présence de l'erreur judiciaire dans toute son horreur, celle qui peut conduire un innocent ou une innocente à la plus épouvantable des condamnations. L'erreur judiciaire, cela existe, je le sais maintenant. 88.
en 2025, Jacqueline Turiot épouse Jacob, la grande-tante octogénaire du petit garçon sur laquelle pèsent des soupçons importants et qui pourrait être l'un des 3 corbeaux notamment est de nouveau entendu en vue d'une mise en examen en juin 2025. Donc, je pense qu'on va s'arrêter là. Il y a encore beaucoup de choses à dire. Mais honnêtement, je sais pas depuis quand je tourne. J'ai tourné en 2 parties parce que il fallait que je dorme. Voilà, j'en pouvais plus. J'espère que ça fera pas 2 heures de vidéo. Mais je vous garantis rien. Enfin, je me garantis rien du coup. Voilà, si c'est le cas, je suis désolée. Il y a trop de choses à dire. Voilà. Du coup, j'espère que ça vous aura intéressé un petit peu. Et si c'est le cas, faites ce que vous voulez. Voilà, je vais pas vous dire de liker, commenter. Faites ce que vous voulez. Par contre, ayez pitié de moi. Et genre, si vous voulez poser des questions pour la FAQ, je vous le rappelle, même si je sais qu'il y a personne à ce stade, genre personne me répond.